Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit Jean Bamanissa, le gouverneur de la province orientale en République démocratique du Congo. Soyez le bienvenu, monsieur le gouverneur. Merci Marie-Angèle Touré et bienvenue aussi en RDC, en province orientale. Merci à vous. Alors nous allons parler d'aspects politiques, sécuritaires, de développement, de perspectives, à travers des questions, des mots, pourquoi pas des expressions qui se trouvent sous ces plaquettes. Donc vous allez devoir lire la première à voix haute, s'il vous plaît. Merci. Alors, première question, depuis 2012, qu'êtes-vous parvenu à mettre en place dans la province orientale? Effectivement, j'ai été élu en 2012 et j'ai pris mes fonctions en février 2013. Mon premier objectif était celui de mettre d'abord de l'ordre dans l'administration, la restauration de l'autorité de l'État. Et pour cela, il y a le volet politique, le volet administratif, le volet sécuritaire. Donc ça veut dire que vous avez trouvé une situation désorganisée? Écoutez, la province orientale, 503 000 km², avec ces subdivisions aujourd'hui qui sont devenues des provinces, mais où il faut justement que l'autorité de l'État se manifeste, étant donné que dans les zones les plus reculées, il n'y avait pas la présence de cette autorité. Vous aviez un prédécesseur? Oui, tout à fait, mais il fallait attirer donc l'intérêt de la RDC sur la province orientale, attirer l'intérêt aussi des opérateurs économiques, et cela ne peut se faire que dans un cadre qui fonctionne, un cadre administratif qui puisse répondre parfaitement aux attentes de la population. Nous avons, en tout cas au niveau du bureau du cabinet du gouverneur, mis en place un système informatisé, un système de suivi et de monitoring de toutes les activités. Et la sécurité alors? La sécurité, nous avons trouvé effectivement quelques gros problèmes, mais nous avons dans certaines zones encore qui sont difficiles d'accès, quelques bandes armées comme ceux que vous avez entendu parler de Cobra Matata ou de Morgan. Bon, en tant que gouverneur, est-ce que vous avez une marge de manœuvre? Est-ce que vous pouvez agir? Mais écoutez, on a eu à agir sur les deux. On a eu à agir. Les deux ont été mis hors d'état de nuire. Dans l'autre zone, plus au nord avec la frontière sud-soudanaise, nous avons pu arrêter aussi quelques groupes qui commencent à se manifester. Mais sinon, la province orientale vit aujourd'hui en paix. Et on peut se déplacer sans aucune inquiétude. On peut se déplacer, mais il faut faire attention à ne pas tomber sur des mines non explosées tout de même. Des mines, il y en a peut-être eu, c'est vrai, du fait de la guerre, depuis les années 97, 98, 2002 surtout, mais dans une bonne partie de nos centres urbains, ce problème a été résolu. Mais 40% de la superficie de la province contient tout de même ces mines non explosées. Écoutez, autour de Kisangani, je sais qu'un programme existait, mais pas sur 40% en tout cas de toute l'étendue de la province, peut-être sur des petits espaces près de camps où se trouvait ce matériel. Mais je peux vous dire que ça ne constitue pas un danger pour la population à ce jour qui doit se déplacer. Sur tout l'espace de la province orientale. Alors on va parler d'économie à présent. Plaquette suivante, s'il vous plaît, monsieur le gouverneur. La modernisation. Alors vous disiez, un peu avant d'être élu, que vous souhaitiez que votre province soit gérée de manière orthodoxe et plus moderne. Est-ce le cas? Écoutez, oui, je peux dire oui, parce que si je suis revenu sur la province orientale, c'est parce que j'ai voulu peut-être revenir aux anciens souvenirs de cette belle province qui était prospère, où des multiples entreprises existaient. Une ville très bien urbanisée, Kisangani, Bunia, Isiro, Buta. En 2 ans et demi de fonction, je pense que la ville de Kisangani a revêtu une nouvelle robe. En tout cas, on a fait un effort pour au moins reprendre l'asphaltage des axes principaux avec 2 programmes, un du gouvernement central et un autre du gouvernement provincial. Et les rues ont commencé à être praticables. Donc vous avez construit des routes? Voilà, 1800 km sans trou. Vous prévoyez d'assainir le climat des affaires. Ça l'a été, certains disent pas assez. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui se sont développées, notamment nationales, mais on reste tout de même à l'échelle des PME. C'est vrai, mais il a fallu justement donner une nouvelle opportunité à toutes les entreprises, d'abord locales. Vous savez, l'Afrique, on tourne d'abord sur les PME, donc elles ont eu plus de confiance.
Les villes comme Kisangani, où on comptait à peine les nombres de véhicules, aujourd'hui sont vraiment le trafic est vraiment fort élevé. On a aussi attiré, à travers les tables rondes économiques que nous avons fait, des partenaires et multilatéraux. Et surtout, les opérateurs économiques de la zone sont venus s'implanter à Bunia, à Nyanya, à Mambasa, à Isiro. Et nous avons pu redynamiser le fonctionnement des chambres de commerce. Nous avons combattu en tout cas tous les réseaux tracassiers qui empêchent les entreprises de travailler. Vous les avez combattus, vous les avez éradiqués? Peut-être pas complètement, mais nous avons, en tout cas sur 3 ans, ce que je n'aurais jamais voulu entendre, c'est qu'on monnaie par exemple une signature sur un document. Et ça c'est inadmissible chez nous. N'importe quel document, chez moi, quand il rentre, il doit sortir avec la signature s'il a été bien traité. Et de même mes ministres et tous les agents de l'administration. Mais c'est un cheminement qui peut-être peut prendre un peu de temps. Mais je pense que le plus essentiel, c'est que cette administration a compris qu'il fallait travailler de cette façon. Et dites-nous, comment vous avez géré toutes ces richesses, toutes les richesses qui font de votre zone, de votre région, une région convoitée? Mais c'est vrai, une région convoitée, le bois, on a la possibilité donc de circulation à travers les rivières et fleuves. On a l'or, qui est un produit qui est fortement exploité dans toutes les zones. On a l'or, le diamant, etc. Il y a beaucoup de produits, en tout cas, dans cette zone. Et nous avons voulu attirer le maximum. Aujourd'hui, on a une des plus grandes entreprises d'exploitation d'or qui est dans le groupe Randgold, Kibali Gold, qui exporte plus d'1,5 tonne par mois. Et donc dans les meilleures conditions, en tout cas. Meilleures conditions pour les Congolais? Écoutez, là, c'est vrai qu'il reste à faire, parce que c'est vrai que l'entreprise vient, l'entreprise ne peut pas se substituer à l'État. Oui, mais le contexte africain congolais est particulier. Voilà, nous veillons à ce que les responsabilités sociétales soient respectées. Et nous avons eu, c'est vrai, à rappeler en tout cas à l'entreprise quels sont les différents besoins. Et nous avons participé aussi avec les autorités locales et à mettre en place un plan de développement de ces centres urbains où se sont implantées des grandes industries. Qui ne respectent pas toujours ces directives. Oui, c'est vrai qu'il faut le rappeler, mais... Au-delà de le rappeler, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Mais vous savez que l'État est là et l'État doit faire respecter en tout cas ce qu'il a prescrit. Et je ne veux pas étaler ici nos réunions et nos discussions avec ces entreprises pour leur rappeler leurs obligations. Et de l'autre côté, rappeler que nous avons, c'est vrai, quelques réformes à faire, en tout cas sur la fiscalité locale, sur la réflexion que notre base, le code minier, doit subir pour que cela puisse profiter aux populations locales. De quoi elles profitent, ces populations locales? Mais aujourd'hui, à part l'emploi, à part quelques routes qui sont faites là, et à part, et c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec la politique de la main tendue. Je préfère que les populations puissent avoir les possibilités vraiment de s'exprimer dans différents domaines. Et pour cela, il faut une urbanisation, il faut de l'électricité. Et en prenant l'exemple de cette entreprise, nous avons accompagné, nous avions 10 objectifs à atteindre avec eux. C'est vrai qu'on en a atteint qu'un seul, ce qui n'est pas beaucoup, mais il y a encore des choses qui restent à faire. Est-ce que vous avez le temps de terminer tout ça? Non, je n'aurai peut-être pas le temps, mais le prochain gouvernement du Haut-Ouélé devra le faire, parce que ce sont des questions qui sont écrites et qui doivent être analysées et pour lesquelles il faut une évaluation régulière. Donc vous n'êtes pas parvenu à atteindre votre objectif en la matière? Pour cela, non, je le reconnais. On va terminer avec la question joker, monsieur le gouverneur, qui va clôturer cette interview. Étiez-vous pour ou contre, qu'on appelle le démembrement de la province orientale? Écoutez, il est vrai que de Kisangani, je ne savais pas gérer la frontière centrafricaine. On en a centrafricaine, Sud-Soudan, Ouganda. Les seules questions que j'ai posées, c'est de savoir si nous étions prêts et de quelle façon nous devions y aller. Mais est-ce que vous étiez pour ou contre?
cette décision, à titre personnel? À titre personnel, j'étais pour, mais avec des cadences qui devaient être suivies. C'est vrai qu'aujourd'hui, il reste encore des choses à faire pour que nous puissions atteindre. Et les ressources sont déséquilibrées en fait. Les ressources sont encore fortement déséquilibrées. Nous n'avons pas encore atteint la rétrocession où la loi ne parle pas de rétrocession. D'ailleurs, la loi parle de la retenue à la source de 40%. Je peux vous dire que en termes de recettes nationales, sur lesquelles nous avons droit à 40%, la province orientale a été très performante. Elle a multiplié par 6,8 les recettes. De 21, on est passé à 136 milliards, ce qui n'est pas peu. Et nous attendions, c'est vrai, une meilleure rétrocession pour nous permettre de mettre en place les différents projets. Donc cette dynamique n'est pas positive pour vous? Elle n'est pas encore complète. Elle doit être complète et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ma plus grande appréhension, c'était de voir les provinces devoir faire face avec des budgets réduits à des attentes très grandes. C'est ça, et certains demandaient même que vous quittiez vos fonctions. Et voilà, justement, il n'y a pas eu peut-être une bonne compréhension de la décentralisation qui est en marche et d'une action de découpage ou démembrement, je préfère ce terme, je l'ai toujours dit, de démembrement que de découpage, parce que la compréhension risque d'être faussée. Mais aujourd'hui, je crois, plus le temps passe, plus les populations comprennent. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais écoutez, qu'est-ce que vous allez devenir? J'ai le choix de reprendre mes affaires parce que j'avais enlevé ma casquette d'opérateur économique, mais j'ai le choix de le reprendre ou encore de répondre à l'appel d'une partie de la population qui est pressante. Mais je ne peux pas me démembrer moi-même, donc je ne peux rester que dans une des 4 provinces. Et il n'est pas impossible... Vous avez choisi laquelle? Si tout se dessine, je tenterai sur l'Ituri. L'Ituri? Oui. Donc, on reste toujours dans des zones avec quelques richesses dans le sous-sol tout de même. Voilà, mais il faut donner justement cette richesse, la possibilité, ce qu'on a vu au Katanga aujourd'hui, les coopératives et les Congolais. Je suis parmi ceux qui ont toujours, depuis que je suis opérateur économique et j'ai été député national, pour que les locaux puissent pouvoir tirer profit. Donc aujourd'hui, vous voulez devenir le Moïse Katumbi de l'Ituri? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais essayer d'implémenter ce qui a pu marcher ailleurs. En Afrique de l'Ouest aussi, on voit ce système marcher. En Tanzanie, aujourd'hui, on le voit se faire. Je voudrais vraiment que ça puisse profiter à la population à quelque niveau que ce soit. Jean-Baba Nissa, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Je rappelle que vous êtes donc le gouverneur de la province orientale. Merci, c'est moi qui vous remercie et à très bientôt, peut-être dans l'une des 4 provinces. Je le rappelle, c'est la Chopo, l'Ituri, le Bas-Ouélé et le Haut-Ouélé qui vont exister bientôt. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24 en République démocratique du Congo.